Bonsoir à toutes et à tous, merci pour votre fidélité les lundis et vendredis à 20h dans Café Bord. Et chaque fois, on découvre une nouvelle personne qui fait la France, qui s'engage. Et ce soir, on va accueillir une personne qui a une histoire, un parcours, comme toujours en engagement, mais là vraiment très diversifié. Quelqu'un un bédouin, mais qui s'est sédentarisé en France. Donc on accueille Brahim Benaïcha. Merci Akli. Tout d'abord, je tiens à te remercier moi, de cette invitation parce que tu es un militant au sens noble du terme et moi je garde toujours en mémoire cette déclaration publique que tu as faite vers l'Algérie. Donc on se rejoint dans l'engagement et en préambule, je voudrais te rejoindre pour féliciter nos frères marocains et tunisiens pour leur qualification de la phase finale de la Coupe du Monde de football et j'espère qu'ils vont aller très loin. C'est ce qu'on peut leur souhaiter. Tout à fait. Alors, Brahim Benaïcha, toi je sais aussi, si tu es là, c'est pas parce que je te le dis, c'est parce que tu le dois à ton engagement, à ton parcours, une histoire. Alors, qui est Brahim Benaïcha ? Je vais faire très, très simple. Bon, je suis né dans le sud-est algérien, en 52. Mon père, nous avons immigré. Où le sud-est à Guémar El Oued, Oued Souf. Oued Souf, voilà, c'est ça. Quand on dit le Oued Souf, tout de suite, on pense les chaleurs, le vent, le sable, etc. Et on a immigré en France en 1960. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, pour un enfant de 8 ans, moi j'étais persuadé d'aller au paradis terrestre, là où on se lave avec du parfum et là où il y a de beaux camions. J'atterris dans le bidonville de Nanterre. Et là, on reste 10 ans, de 60 à 70. On a vécu dans une cité lacustre, et c'est comme ça qu'on est devenus des Gaulois musulmans. Alors, de cette histoire de bidonville, oui. tu as écrit un livre qui est devenu un film, Brahim. Tout à fait. Alors moi, très, très jeune, tout de suite, j'ai tenu une sorte de cahier pour poser la mémoire, parce que par rapport à ce que j'ai rêvé, ce qu'était la France et ce qu'on vivait, et puis l'école, toute neuve, était à 80 cm du bidonville. C'est-à-dire dans la journée, on était des Français, et le soir, on était des petits Bédouins. Donc j'ai posé tout ça. Et après, avec le temps, j'ai éprouvé le besoin de publier ça pour la mémoire de nos parents qui ont construit la France. C'est une génération silencieuse et qui ne parle pas, etc. Et j'ai écrit ce livre qui a été et qui est un succès vraiment de notoriété. J'ai même eu un prix littéraire alors que je suis rentré à l'école à l'âge de 8 ans. Je devais être chaudronnier. Et il a été adapté au cinéma et grâce à un jeune réalisateur algérien, Boualem Guerdjou, et le premier rôle, il a été à Roche Dizem. Donc ça a été devenu un instrument dans les collèges dont j'ai tourné pas mal en France et essayé de distribuer un peu et restituer un peu de cette mémoire de nos parents. Alors ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir, ce film, Vivre au paradis, et, au mieux acheter le livre de Brahim Benaïcha, donc Vivre au paradis. Et le film, il a été primé. Il a été primé au festival de Venise. Et ça, c'est l'œuvre du jeune réalisateur Boualem Guerdjou. Donc, ça a été un travail d'équipe, je veux dire, entre l'auteur, l'éditeur, le réalisateur et les acteurs. C'était un travail collectif parce qu'on a voulu transmettre quelque chose. Et le bidonville a été reconstitué en Tunisie. Donc, ça a été une reconstruction. Et ça, on se le devait. Il a eu bien sûr critique unanime, très positive, même le Canard enchaîné. Alors, comment ça se passe ? Parce que tu es expert comptable, comme il s'y rend compte. Après, on viendra sur le sport, parce que c'est aussi, tu en parlais, tu as mené une carrière sportive, de judoka. Mais comment se passe le parcours d'un enfant qui arrive, qui pense qu'il va au paradis ? D'ailleurs, c'est pour ça que ton livre s'appelle Vivre au paradis. Tu pensais que tu allais vivre au paradis, tu arrives dans un bidonville. Et comment se passe la scolarité, le parcours ? Alors, laborieuse. Moi, je suis le troisième d'une fratrie de 10 enfants, 9 garçons et une fille. Donc, toujours le père très présent. Et c'est une éducation silencieuse. C'est une éducation par le regard. Tout se fait par le regard et dans le respect total. Donc,
j'étais en retard scolairement. J'ai fait ce qu'on a appelé une fin d'études orientée, ce qu'on appelle une classe parking. Pendant une année, j'ai fait du fer, du bois et de l'électricité. Et les conseillers d'orientation ont dit, bon ben, celui-là, il va faire chaudronnier, puisque mon père, il était OS. Mon père, il se révolte, il dit non, Brahim sera comptable. Je disais aux jeunes, heureusement qu'il n'a pas dit président de la République, parce que j'aurais eu beaucoup de problèmes. Alors en Algérie, peut-être. On va laisser l'Algérie avancer un peu, on va contribuer. Après, on va venir pour l'Algérie ce qu'on a cherché à apporter. Et je prépare un CAP d'être comptable. Et là, il y a les enseignants, des vrais missionnaires, ils sont liés une pétition et j'ai réintégré une première G2. J'ai pas fait de 6e, ni de 5e, ni de 4e, ni de 3e, ni de seconde. Tout de suite, première G2. Il y a un professeur qui m'a pris à l'essai. Et j'ai eu donc mon bac, le BTS. Et des années après, je l'ai nommé commissaire aux comptes de mon cabinet. Je lui dis, c'est le trapèze que je vous renvoie. Moi, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et ça, c'est comme dans les arts martiaux. J'ai trouvé vraiment un maître des arts martiaux qui nous conduit avant tout à nous combattre nous-mêmes. C'est vraiment un concours de circonstances. Et j'ai tout de suite décidé, après le stage obligatoire de 3 ans, de créer mon cabinet. On a cherché à me dissuader, j'ai pas de carnet d'adresse, j'ai pas de relation, je pensais que, etc. Et j'ai créé mon propre cabinet. Et tout de suite, je pensais à l'Algérie. 82, 84, j'avais cette idée de créer le cabinet d'audit algérien. Parce que je partais du principe que tout pays doit avoir une institution du chiffre. Il doit contrôler sa propre économie. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne compter ce que tu as dans ta poche. Ça a demandé beaucoup de temps. Et puis, en 90, la période difficile, c'est un agent du consulat d'Algérie. Apparemment, je n'étais pas le seul à revendiquer cette algérianité et ce patriotisme. Et je le disais publiquement. Il me fait rencontrer Ali Mazouz. Et on a décidé à partir de 90. Qui est venu dans cette émission. Tout à fait. Et pendant de caractère très fort, puis on a décidé de consacrer une grande partie de notre temps, alors qu'on venait de créer nos cabinets, pour essayer de créer quelque chose en Algérie. On avait des projets, des autoroutes, quadriller l'Algérie d'autoroutes, etc. Et de créer ce cabinet d'audit. Faut savoir à cette époque les problèmes que traversait l'Algérie de souffrance. Et les réseaux internationaux, ils ne voulaient pas y mettre les pieds là-bas. Donc, nous, c'est notre devoir de faire des séminaires de formation sur l'évaluation, sur les holdings, etc. Et 12 ans après, on a décidé de mettre au service du Maghreb cette expérience. Et c'est là qu'on a créé le réseau Expert France-Maghreb qui réunit des confrères marocains, tunisiens et algériens. Et aujourd'hui, il fête ses 15 années, c'est devenu une institution. Ouais. Tout à fait, c'est devenu une institution. Et en parallèle, donc, pour passer tout ça, tu parlais des arts martiaux, puisque ça t'a appris aussi à te maîtriser, ça t'a appris à te contrôler. Tu as fait quel art martial étais le judo. Alors, il faut le judo dans les années 60-70. On est imprégné par tous ces films, ces Plinium d'Hercule, Massis, l'Antiquité, etc. Il y a un héros qui se bat pour une bonne cause, pour quelque chose de juste. Ça nous a cadré. Il y avait les illustrés, les Zambla, les Hakim, etc. Bien sûr, moi je revendique tout ça. Ça faisait du mal à... Il y avait toujours un héros juste qui se battait pour les autres. Tout à fait, et pour quelque chose de juste et de loyal. Donc, on se prenait tous pour Tarzan à l'époque. Ah non, mais c'est clair. Et j'étais à l'étoile sportive de Nanterre, la piscine, et j'ai fait un bon chrono en brasse. Et dans notre esprit, nager la brasse, c'est pour les gonzesses, c'est pour les filles. Et moi, on voulait tous nager le crawl, le Tarzan. Donc, je suis parti, j'ai été au judo. Et là, pareil, en 76, j'ai eu mon diplôme d'EPA de professeur de judo
à l'INS, à l'Institut National des Sports. Donc c'est ça qui m'a permis de... Les dirigeants de la fédération de judo à l'heure actuelle, c'est des amis. Jean-Luc Roger, le président de la fédération de judo, est un ami. Donc, et dès 1974, j'étais engagé dans les compétitions de judo en Algérie. Parce qu'un Algérien ne pouvait pas être champion de France. Mmh. Et moi, je dois dire, en une génération, le niveau du judo et du football en Algérie, niveau international. Entre parenthèses, il y a un film à faire sur le football algérien, comme l'équipe de rugby du temps de Nelson Mandela qui a gagné il y a un film à faire sur l'histoire de l'équipe du FLN de football. Il faudrait que des Algériens s'en emparent, ils fassent un film. Et le judo, première génération, Talba, Moussa, c'est des noms que je cite. La première génération, vraiment des sportifs exemplaires. Et à chaque fois, on allait, l'équipe de l'amicale, on était associés dans les compétitions en Algérie. Ensuite, j'ai réintégré la nationalité française en 1995. Parce qu'il devait être très difficile d'être algérien administrativement en France, bien qu'on est expert comptable, bien qu'on a le diplôme d'expert comptable, c'était vraiment très difficile. Donc, j'ai réintégré aussi la nationalité française. Et donc vous, en Algérie, une anecdote, vous avez failli être champion d'Algérie de judo. Tout à fait. Brahim, vous avez failli, vous? Tout à fait. J'ai été champion d'Algérie des mi-moyens. Il y a un autre judoka, Belmir aussi. Ah, vous avez été champion quand même. Tout à fait. On a pendant des années. En mi-moyen, c'est ça? Oui, mi-moyen. Il y avait Talba, il y avait Abad. Il y a des noms qui me reviennent, mais c'est des sommités. Moussa, pour moi, c'est le meilleur. Et lui, c'est un mi-moyen aussi. Vraiment, quand je dis un sportif, avant tout, c'est un bon état d'esprit. Quelqu'un de généreux, quelqu'un d'ouvert. Et parallèlement à tout ça, j'ai aussi la ville de Nanterre m'a offert la fontaine du bidonville. Où vous habitez? Lorsqu'il y a eu le film, ils ont fait un sort d'avis de recherche avec mes enseignants, etc. Donc cette fontaine a été scellée à Guémard, au village, et le maire de Nanterre, Patrick Jarry, qui est un ami, on a été à l'école ensemble. Il a fait un déplacement officiel et elle a été scellée à une place. C'est devenu un lieu de rencontre des Chibani, comme on dit. Et j'ai fait un rapprochement entre l'université de Nanterre et l'université de Oued-Souf. Parce que les étudiants au Sahara est monté dans le nord. Donc, ça fait aussi un échange. Et dès que j'ai fini, j'ai fait la transmission, je me suis retiré. Et l'aboutissement de l'ordre des experts comptables en Algérie, le premier congrès, c'est le 12 décembre 2012. Pareil, j'ai fait une conférence, j'ai rempli ma mission et je suis passé à autre chose. Il faut être dans la transmission. Il faut ouvrir des portes aux jeunes, sur le plan de la culture, sur le plan professionnel, sur le plan du sport. Personne n'a une valeur d'exemple, mais simplement aider les jeunes. Ça, c'est ton engagement, parce que tu Total. continues à entraîner des jeunes bénévolement au judo, parce que tu penses que c'est important de leur transmettre des choses. Tout à fait. Et là, à l'heure actuelle, culturellement, il y a de meilleurs entraîneurs que moi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, c'est au niveau de l'histoire. Dernièrement, il y avait la journée du 17 octobre. Tout à fait. Nanterre, 61. On en parlait de Nanterre, c'est une ville particulière pour l'Algérie. Tout à fait. Et je suis allé à Argenteuil, à la dalle d'Argenteuil, il y a à peine un mois, et j'arrive là, et puis il y avait des jeunes, je cherchais la maison de jeunes, et tout de suite, je dis alors vous venez pas, etc. Mais je leur dis l'événement. J'ai parlé un peu avec eux, je dis mais bon faut venir maintenant. Tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit attendez, vous êtes mieux qu'Internet, là vous nous avez expliqué, c'est bon. Je dis écoutez, vous n'allez pas vous en sortir par une pirouette comme ça, mais il faut que vous venez. Il y en a quelques-uns qui sont venus, je dis c'est important de connaître l'histoire. L'histoire s'impose à tout le monde. Une parenthèse, si aujourd'hui dans ce monde ouvert,
on enseignait l'histoire universelle aux enfants, on serait dans un meilleur monde. Parce qu'il n'y a pas de peuple parfait, il n'y a pas d'être parfait. Tout est nuancé et je pense qu'on pourrait apaiser les mémoires et apaiser aussi les revendications. Mais trop souvent, il y a 2 poids, 2 mesures, la loi du plus fort et ainsi de suite. Donc moi, ça c'est ma conviction. Aujourd'hui, puisqu'on dit on est dans un monde globalisé, il faut qu'on apprenne aussi l'histoire universelle aux enfants. Des peuples. Oui. Mais parce que Nanterre, je disais c'est une institution, le Parti populaire algérien, le PPA, a été créé en 1936 à Nanterre. Tout à fait. Donc il faut savoir que Nanterre a été une ville très importante pour l'immigration algérienne et notamment pour l'immigration politique algérienne. Parce qu'à l'époque, c'était une immigration d'intellectuels qui venaient à Nanterre, c'était pas des ouvriers. Tout à fait, il y a eu toutes les organisations, clandestines. Mais Saïd Hadj était à Nanterre. Tout à fait, tout a été créé à Nanterre. Hein. Et ça s'appuyait sur les ouvriers, il y avait beaucoup de travailleurs Tout à fait. Indigènes à l'époque, on était français. Oui, sur la carte d'identité, c'était français musulman. Tout à fait. Les étudiants fuyaient ça pour être français normal parce qu'en Algérie, c'était français musulman. Tout à fait. Et Nanterre, il y avait les usines de Berlier, de Chausson, toute l'automobile, l'aéronautique, les Schlumberger, enfin, c'est un réservoir de main-d'œuvre énorme. Et de la collecte après des FLN sur le plan financier. finance. La 7 a beaucoup collecté de Nanterre, ça a été un grand. C'est pour ça que je dis que c'est une ville incontournable pour l'immigration algérienne. Nanterre, c'est le 17 octobre, le bidonville. Le 17 octobre, les gens du bidonville où tu vivais, ils ont beaucoup marché sur la capitale. Tout à fait. Beaucoup de gens qui ont dû disparaître du bidonville. Le problème la manifestation contre le couvre-feu imposé. Donc on était enfant, on sortait, tout le monde sortait, on allait vers la défense. À l'époque, la défense, on la voyait comme une soucoupe volante à distance, et tout le monde a été refoulé. Et puis ça a été vraiment Dans le film, je dois rendre hommage à Boualem Gerdjou, il a axé, lui, l'adaptation de mon livre sur le 17 octobre 61. Et ça, c'est son choix personnel qu'il fallait aussi que je respecte. Et Nanterre, certains historiens disent que c'est notamment grâce aux finances récoltées à Nanterre que le FLN a pu mener en grande partie son action. Et donc toi qui étais enfant, tu as dû voir beaucoup de gens ne pas revenir, alors du coup ça devait être très triste, ça doit l'émotion là tout le monde parce que ça te rappelle les souvenirs qui sont douloureux. Là j'ai l'impression parce que je vois des images et surtout il y a des images qu'on voit, il y a Jean-Luc Hinaudi qui a écrit des livres, le premier qui a écrit... Et à son âme, qui a restauré le 17 octobre, qui a permis d'amener des éléments qui ont fait la reconnaissance, parce qu'au début on était une vingtaine qui manifestions sur les grands boulevards. Et il lui a fait, comme il s'appelle, Papan, il lui a fait un procès et je crois que c'est le 17 mars 1999, le jour où il gagne son procès contre Papan. Et enfin, on parle officiellement de la guerre d'Algérie. C'est là où Vivre au paradis, en tant que film, était sorti. Et on voyait les cadavres ou les gens blessés près de la fontaine de Nanterre. C'est des souvenirs d'enfants, des gens blessés qui ont été matraqués. La parenthèse, lorsque Boualem Gerdjou il est venu me voir pour l'adaptation du livre, lui, il a pris l'axe tout de suite, le 17 octobre 60. Il a été d'un courage extraordinaire. Je dis, je te suis. Mais grâce à Jean-Luc, le film sort, les événements d'Algérie sont reconnus officiellement comme la guerre d'Algérie. Et aujourd'hui, il faut simplement faire de l'histoire. Il n'y a pas de compte à régler. Non, il faut dire l'histoire pour tourner la page. C'est comme un livre. On ne peut pas déchirer une page, il faut l'écrire pour la tourner. Il ne s'agit pas de flageller qui que ce soit, mais il faut dire l'histoire. La dignité, c'est de reconnaître l'autre et l'histoire de l'autre aussi. Ce que tu disais, on ne peut pas avoir que des histoires partielles ou racontées par les vainqueurs. L'histoire, c'est l'histoire. Elle peut pas être. C'est pas des mémoires sélectives, quoi. Tout à fait. Et on peut saluer aussi Bédi Lalaoui, Samir Moussadi, qui ont beaucoup œuvré aussi sur ce dossier-là, avec Elodie et d'autres. C'est-à-dire qu'on a quand même des gens qui ont travaillé sur ces sujets. Tout à fait. Moi, je dis il faut faire les comptes, mais
faut faire les comptes, mais il ne faut pas chercher à régler les comptes. Non, mais Il faut témoigner. Dans les arts martiaux, nous on dit le pardon est la parure du guerrier. c'est vrai. Il faut être capable de pardonner. Mais pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Totalement. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Tout à fait. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens quand ils me disent ce truc. Je dis, moi, je pardonne toujours, mais j'oublie rien. Non, il ne faut pas oublier. Et lorsque, en introduction, tu as dit que j'étais un bédouin, moi je dis, je suis un bédouin, samouraï, gaulois, musulman, en voie de désintégration. Gaulois parce que je me considère plus que français, parce que j'ai acquis cette culture française. Mais La phrase qui dit qui l'eusse cru que je devinsse ainsi. Quand je dis cette phrase, je dis mais c'est quoi? C'est l'imparfait du subjonctif. Mais c'est beau. ben oui, c'est beau. Non, mais la langue française, c'est une belle langue. La langue de Molière est une belle langue. Moi, quand j'ai dit bédouin, Brahim, qu'on se voit bien clair au départ, moi, j'ai beaucoup de respect pour le bédouin, parce que le bédouin, c'est l'homme qui est capable, dans un environnement hostile, de créer de la vie. Tout à fait. C'est ça le bédouin. Mais tout à fait. C'est dans le désert de créer de la vie, de pouvoir tirer de tête, de savoir de maîtriser, d'utiliser. Et c'est pas donné à tout le monde d'être un bédouin. Tu sais, Akli, en parlant de Il est clair, parce que, comme tu le sais, j'ai traversé une épreuve professionnelle dans une affaire d'État sur laquelle je ne voudrais pas trop m'étendre. Le Crédit Lyonnais, on est au tu as écrit un livre, d'ailleurs je parlais tout à l'heure de livre, tu as écrit aussi ce livre qui est Vent de sable sur le Phénix, d'ailleurs je demande aux gens de lire, où tu racontes justement cette histoire, parce que tu as été un des experts comptables dans l'affaire de l'OM, etc. J'étais pris, c'est une affaire d'État, voilà. Et moi je veux prendre et j'étais le seul quand même qui a été traduit en justice, et pendant 15 ans. Pourquoi les autres? Mais c'est pas le sujet. Pourquoi? Parce que tu t'appelais Brahim Ben Aïcha, tu crois? Non, parce que j'étais tout seul et j'étais un homme libre. Quand on est libre, je ne fais pas partie d'un réseau. Certes, on est dans une démocratie, mais c'est une réseaucratie. Voilà, mais les gens ne savent pas ce que tu faisais pour l'OM, justement, pourquoi tu as été poursuivi. Tu étais quoi pour l'OM à l'époque? Moi, j'étais l'expert comptable de l'OM lorsqu'ils ont gagné la Coupe d'Europe. Je dois dire, c'est tout à fait légitime. À la limite, c'est la consécration. Je suis expert comptable, reconnu en tant que tel, mais dans une affaire d'État, l'OM, Adidas, tout ça, le Crédit Lyonnais, c'est une affaire d'État qui dépasse. Donc on cherche, mais moi, comme j'étais un homme libre, ça a duré 15 ans, mais je suis sorti, grandi et 10 fois plus fort. Mais ce que j'ai regretté, ce que j'ai vu, c'est que c'était une résurrection. On m'a dit, je l'écris dans mon bouquin, viens avec nous, ton problème c'est que tu es tout seul. Je dis, c'est un délit d'être tout seul. C'est pas parce qu'on aboie sur quelqu'un que je vais me mettre, je suis resté à ma place, dans le cadre des techniques, etc. Bon, c'est une épreuve qui m'a plutôt renforcé qu'autre chose. Est-ce que c'est pas le NIF algérien, ça, Brahim? Aussi. De se dire, vous voulez ma truc, mais moi je suis là, je resterai debout. Puisque tu me pousses, j'ai dit, un Algérien ne balance pas. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et je ne changerai pas. Et en plus, j'étais là en tant que technicien, je voulais rester à ma place en tant que technicien. Et puis il est hors de question de balancer, quelle que soit la raison. Si on doit combattre quelqu'un, c'est comme dans les arts martiaux. De face, loyalement, en utilisant les mêmes règles. Il ne faut pas modifier les choses. Tu as un expert qui a dit, à mon avis, je pense que, je crois que, etc. Non. Mais ça, Brahim, moi qui te connais quand même depuis un moment, j'ai l'impression que c'est une caractéristique chez toi. Tu es quelqu'un de bienveillant. Tu es toujours en train d'essayer d'être bienveillant vis-à-vis de l'autre. C'est lié à quoi cette bienveillance? C'est de tes parents? C'est les gens de Ouetsouf qui sont les gens du Sud qui savent qu'il faut être solidaire de son voisin? C'est quoi? C'est vers d'où cette bienveillance? Alors, il y a deux choses. Ouetsouf et le Sahara, si l'être humain n'est pas solidaire, il est mort. Par exemple, tu as peut-être celui qui a la technique de le sourcier. Tu dois être bienveillant, tu dois partager, tu dois donner. Il y a un autre roman philosophique que j'ai appelé La Caravane, qui est une matrice sur la solidarité. Ton ennemi, tu dois le protéger. Tu dois le protéger. Peut-être il va te porter atteinte à toi, mais peut-être c'est lui qui a la clé pour sauver les autres. Plus les arts martiaux qui t'enseignent
toujours de face, loyalement. Il n'y a pas d'ennemis. On n'a que des adversaires nécessaires à notre progrès. Et l'adversaire est le pardon et la parure du guerrier avec tout ça. Oui. J'aime beaucoup cette formule, l'adversaire nécessaire à notre progrès. Tout à fait. Plus l'adversaire est fort, plus il est bon, plus on devient bon aussi. Tout à fait. C'est ce que je disais aux gens, la force de l'adversaire doit vous nourrir, il ne faut pas non plus... Totalement. Et moi, c'est pour ça que j'ai bédouin, samouraï, gaulois, musulman, c'est les valeurs de tout ça qui fait qu'on est et on continue, et puis j'espère continuer à évoluer, et à transmettre ça aux jeunes. Par exemple, ne jamais parler de mots négatifs, au lieu de dire « j'y arrive pas ». Mais non, il faut dire « mais comment je vais y arriver ? Il faut que j'essaye de... » Il ne faut pas commencer à dire « mais il est plus fort que moi ». Mais non, confronte, tu vas peut-être ramasser une raclée, mais tu vas en sortir plus fort. C'est toujours voir la chose... Comment on se grandit. Tout à fait, tout à fait. Puisque quand on a parlé de la perquisition 94, vous avez 13 bonhommes qui débarquent comme ça un matin dans le bureau. C'était pas moi qu'on visait, c'était par rapport au dossier. Je dois reconnaître, on a toujours été correct avec moi. C'était d'une violence inouïe, mais le but c'est de faire craquer le type pour qu'il dise n'importe quoi, pour lessiver celui qui est visé. Bernard Tapie, en l'occurrence. On l'a vu, tout à fait. Ouais, on ne peut pas la faute dire tout le monde le sait. Tout à fait, tout à fait. Alors j'avais des confrères qui assistaient à la perquisition. Ils disaient, il ne faut pas craquer. Je dis, mais non, mais il n'y a pas de problème. Moi, d'homme à homme, je les prends. Hein. Qui s'alignent, je t'assure. Et je dois rendre hommage, je l'ai écrit. C'est côté algérien, ça veut dire je les prends d'homme à homme, parce que ce n'était pas le but de les prendre d'homme, c'était de les prendre sur le terrain juridique. Mais, tout à fait. Non, mais c'est pour prendre le kumekata, c'est pour prendre la garde dans le judo. Mais le judo, c'est quand on sort de tatami aussi. Et je dois reconnaître qu'ils ont été remarquables. Ça a été d'une violence inouïe, mais dans un respect total. Voilà, après ça a été à Marseille, après ça a été à Lille. Moi, j'ai fait le Tour de France. Hein, mais voilà, c'est éprouvant. Il est clair. Si je n'étais pas né dans le désert, la notion de survie, 10 ans de bidonville, le judo... Ah bah oui. Moralement, tu plongeais. Ah oui, tout à fait. Donc, en fin de compte, comme quoi une histoire difficile, ça construit fortement son homme. Tout à fait. Tout à fait. Et que ce soit les... Parce qu'à un moment donné, il y a eu... C'était en 94. Il y avait à un moment donné une presse qui voulait... J'ai calmé le jeu. Non. J'ai perdu ma mère. Et quand la juge... Elle a su que j'avais perdu ma mère. Elle m'a dit, il fallait me dire... Elle m'a dit, on ne fait pas attendre la justice. Tout. Je voulais rien terminer. C'est... Ce que j'ai regretté et ce que j'ai vu, c'est ce que j'appelle les réseaucraties. Ça, c'est quand on te reproche. On vient des sommités, on vient de voir, on me dit, ton problème, c'est que tu es tout seul. Je dis, ah bon, c'est un délit d'être tout seul? Viens avec nous. Ben non, je me sens bien dans ma peau. Et donc aujourd'hui, tu as quand même du bon toujours le cabinet d'être reconnu du coup. Non, mais professionnellement, j'ai ma notoriété, j'ai plus que reconnu. Et surtout dans l'expertise, je vais dire, les audits, les évaluations, dans les restructurations d'entreprises. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée? Je prends l'exemple de l'Algérie, ce qu'on a voulu faire avec Ali Mazouz, c'est pas tenir des comptabilités. Bien sûr. C'est apporter une expertise en matière de restructuration. De chiffres, etc. De culture. Un groupe, comment... Je vais te prendre un exemple sur l'évaluation d'entreprise. En Algérie, c'était à l'époque, les gens viennent de l'étranger avec des documents, ils distribuent, etc. Et c'était une économie socialiste, si je puis dire. Et derrière chaque dirigeant d'entreprise, tu avais 10 000, 100 000 salariés. Et moi, j'intervenais pour une évaluation. Je leur dis, attendez, en 10 minutes, je vais vous faire... Tous, vous allez devenir des évaluateurs. Et j'ai pris la petite bouteille de Batna. À l'époque, j'en dis combien elle vaut? Ils me disent 10 dinars. J'ai bu, j'avais soif, j'arrive avec l'avion, je dis, vous savez, à Eloued, à Ouedsouf, on n'avait pas encore l'eau potable. Quelqu'un dans la mer est souffrante. Si on lui dit, c'est la dernière bouteille, on va te la vendre, 30 000 dinars, d'après vous, il va l'acheter ou pas? Ils ont dit, oui. Je dis, bon voilà, à Alger, la bouteille, elle vaut 10 dinars, la même, elle vaut
30 000 dinars. Et ensuite, il ne faut pas importer systématiquement de la technique toute faite ailleurs. Il faut l'adapter, tout à fait. On a une propre culture, on a son propre écosystème qui doit s'adapter. Tout à fait. Et le système des normes internationales, dernière chose. J'ai fait devant l'université d'Oran, je leur ai dit, attendez, pareil, le trépied, depuis que le monde est monde, pour faire le couscous, pour faire il faut 3 pierres. Le capital, le consommateur et le salarié. Si l'un des 3 triche, il y a à bouffer pour personne. Voilà, le couscous est par terre. Voilà. Il n'y a pas de feu qui se fait. Ce qui fait que tout le monde a compris. Je veux dire, après. Ensuite, il y a quelqu'un qui vient de l'étranger, il te dit, on te forme pilote d'avion et tu mets ta famille. Non. Adapter. Il faut adapter. Il faut être curieux. Il faut progresser. Et autre chose, avec la tradition n'est pas en opposition avec la modernité. Tout à fait. Tout est lié, tout est relié. Alors, l'émission Touche à sa femme, merci Brahim d'être venu nous rappeler ça. Et vous avez raison, la tradition et la modernité ne sont pas ennemis. Il faut les lier, les relier. Et comme vous l'avez dit, chaque pierre doit être solidaire, chaque pierre doit être à sa place. Et c'est comme ça que le monde avance. Donc nous, on se quitte, on se retrouve lundi et vendredi avec à chaque fois un nouvel invité pour vous faire partager son parcours, son histoire et ses engagements. Merci, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre émission Café Mort sur Beurre FM TV. Bonsoir.